Bonjour, bienvenue dans Politique. Aujourd'hui, collapsologie, le pari de l'effondrement. Bonjour Pablo Servigne. Bonjour. Vous êtes ingénieur agronome, collapsologue. Vous avez publié en 2015 au Seuil avec Raphaël Stevens Comment tout peut s'effondrer, et vous avez publié plus récemment, toujours avec le même Raphaël Stevens, mais aussi Gauthier Chapelle, et c'est toujours au Seuil, Une autre fin du monde est possible. Cette émission, nous vous la proposons en direct et en public du Salon Livre Paris. Et ce n'est pas tout à fait un hasard d'ailleurs si nous avons choisi de parler de collapsologie dans un univers gorgé de livres, car c'est une discipline qui, avant même d'exister, nourrissait déjà de nombreux récits littéraires. Pour ne prendre qu'un seul exemple, Ravage de René Barjavel. Le romancier imagine un monde où la civilisation industrielle, privée d'électricité, s'est effondrée. Tout est à reconstruire. Alors nous n'en sommes pas là, mais nous nous en approchons, nous disent les collapsologues. Les signes d'un effondrement global de nos modes de vie se multiplient. Épuisement des ressources, surchauffe du système financier, dérèglement climatique, déclin de la biodiversité. Le monde court à la catastrophe. Quand aura-t-elle lieu? Nul ne le sait, mais il faut s'y préparer. C'est le premier pari de cette théorie que de vouloir anticiper un événement qui n'a pas encore eu lieu. Et ce n'est pas le seul. En apprenant que le monde court à sa fin, l'humanité ne va-t-elle pas accélérer sa chute en se disant qu'après tout, fichu pour fichu, autant en profiter? Les collapsologues veulent croire que face au danger, c'est l'entraide qui l'emportera sur la compétition, mais là encore, n'est-ce pas miser sur des comportements hautement improbables? Alors, collapsologie, le pari de l'effondrement, c'est donc le thème de ce nouveau numéro de Politique en votre compagnie, Pablo Servigne. Alors, la collapsologie, elle étudie notamment les signes de l'effondrement et notre capacité à y faire face. Mais je voudrais qu'on commence par ces signes, j'en ai cité quelques-uns. Épuisement du système financier, catastrophe climatique. Est-ce qu'on peut en faire une liste à peu près exhaustive? Il y a les classiques, il y a le changement climatique, la destruction de la biodiversité des habitats, on l'a dit, l'économie, la finance, les terres rares, il y a quoi d'autre? Il y a aussi la politique, la géopolitique. Et en fait, on a fait un best-of des mauvaises nouvelles de chaque discipline. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est d'interconnecter tout ça et de se rendre compte que chaque crise, en fait, est liée aux autres de manière systémique, ce qui mène à des constats, au constat que c'est imprévisible. Il y a des effets dominos, des effets de boule de neige qui finalement rendent les catastrophes possiblement plus graves, plus globales que ce qu'on pourrait croire. Quand vous dites, Pablo Servigne, on a essayé d'interconnecter ces différentes mauvaises nouvelles, est-ce que ça veut dire qu'elles ne le sont pas forcément? Ou bien est-ce que vous avez fait le constat, après avoir essayé de les interconnecter, justement, que tout faisait système, qu'il y avait peut-être aussi une accélération de ces interconnexions et que ça rendait quoi, le système à la fois plus fort et plus vulnérable? Le système est interconnecté et plus résilient en apparence, mais il est soumis, ce que disent les physiciens, il est soumis à des ruptures brutales maintenant. Et on a créé le risque systémique global. En fait, tout est interconnecté, mais ce qu'il y a, c'est que notre pensée, notre manière de réfléchir, de faire de la science, etc., est cloisonnée. On invite à des émissions un spécialiste du climat, on ne va jamais inviter quelqu'un qui parle du climat, de la biodiversité, de la finance, de l'énergie ensemble pour qu'ils discutent des liens. Et donc cette pensée cloisonnée, pour moi, c'est ça qui m'a fait aussi sortir de l'institution scientifique. Et je me sens bien dans la filiation d'Edgar Morin, de toutes ces pensées transdisciplinaires, systémiques. Et c'est ça que j'ai voulu apporter. En plus des outils de la complexité qui permettent de penser les seuils de bascule, les transitions abruptes, l'imprévisibilité, l'incertitude. On est vraiment entré dans l'âge de l'incertitude. Et c'est très difficile à manipuler politiquement et même intellectuellement pour notre monde qui est plutôt quantitatif, déterministe, cartésien, cloisonné, etc. Donc il y a vraiment des nouvelles lunettes, la collapsologie en quelque sorte, c'est mettre des nouvelles lunettes pour voir les catastrophes. Alors je précise par rapport à votre introduction, ce sont les catastrophes qui ont déjà eu lieu et les effondrements qui ont déjà eu lieu, qui sont en train d'avoir lieu, ça c'est factuel, mais qui possiblement pourront avoir lieu. Donc il y a un côté aussi futurologie, et là on est dans l'incertitude. Et quels sont les effondrements qui ont déjà eu lieu, Pablo Servigne? Est-ce qu'on les connaît tous? Est-ce qu'on en ressent forcément aujourd'hui les effets? Ou bien est-ce que certains de ces effondrements sont invisibles?
Certains probablement sont invisibles, mais c'est l'étude simplement de l'archéologie ou de l'histoire, des effondrements de civilisation que nous apprennent tous ces exemples. Mais plus proche de nous, l'effondrement des populations de vertébrés, d'oiseaux, d'insectes, des effondrements de dynamique climatique, par exemple la circulation océanique thermohaline, si la salinité à cause du changement climatique change dans les océans et que la circulation globale du système océanique change, ça va provoquer encore plus d'accélération, de changement. Donc on est face à des seuils de bascule dans tous les écosystèmes, tous les systèmes complexes qui nous font vivre en fait. Climat, écosystème, biodiversité, tout ça sont des systèmes complexes. Et apprendre à voir la complexité, c'était notre objectif, donner les outils pour qu'on puisse voir enfin les catastrophes. En 2015, dans votre premier ouvrage, Pablo Servigne, vous évoquiez cette possibilité d'un effondrement global en parlant d'intuition. Est-ce que 3 ans, 4 ans après, cette intuition, elle s'est précisée? Est-ce qu'elle s'est transformée en certitude pour vous? Non, on ne peut jamais parler de certitude. Justement, ce qui est la clé, c'est l'incertitude. Si on était sûr qu'il ne se passerait rien et que tout irait bien, on ne se mettrait pas en mouvement. Si on était sûr et certain que, je sais pas moi, en 2034, il y aurait une météorite qui viendrait frapper la Terre, que ça serait la fin de tout, on ferait rien non plus. Et c'est ce degré d'incertitude. Moi, la science n'a aucun moyen de montrer avec certitude qu'il y aura un grand effondrement. Il y a des indices, voilà, on peut faire des scénarios, de la prospective, on peut déployer une intuition affinée, mais à contrario, on n'a aucune certitude qu'il n'y aura pas d'effondrement. On ne peut pas le montrer. Donc il faut faire le pari que ça va avoir lieu pour s'y préparer si ça a lieu? Exactement, d'où le titre de l'émission. Et c'était notre posture. On s'est mis sur les traces du philosophe Jean-Pierre Dupuy, qui a, dans son livre Pour un catastrophisme éclairé, a fait cette pirouette philosophique qui nous paraissait assez pertinente. C'est que quand une catastrophe est incertaine, elle arrive, on va plutôt la considérer comme certaine, c'est ça la pirouette, pour qu'on puisse se mettre en mouvement et avoir une chance de l'éviter. C'est parce qu'on la considère comme certaine qu'on peut l'éviter. Voilà le paradoxe de catastrophisme éclairé. Ça me paraît être une démarche de lucidité. Et après, ça pose une question de considérer une catastrophe comme certaine, des questions émotionnelles, d'ordre imaginaire, qu'on pourra développer par ailleurs. Mais au niveau scientifique, rationnel, et ce qui inclut l'intuition aussi, l'intuition est étudiée par la science, au niveau de la compréhension du logos, de la collapsologie, c'était notre démarche. On va aller justement alors sur cette question de la façon dont on peut proposer un discours de l'effondrement pour qu'il soit accepté, qu'il ne fasse pas trop peur. Mais avant cela, j'aimerais savoir si pour vous, Pablo Servigne, par rapport à donc cette hypothèse qui paraît, il faut bien le dire, de plus en plus crédible au fil des années. La preuve, c'est que dans une émission comme celle-ci, par exemple, qui s'appelle Politique, on vous invite pour parler de collapsologie. Et par rapport à cette hypothèse et à la préparation vis-à-vis de cette catastrophe qui pourrait arriver, est-ce que l'idée, c'est d'agir pour essayer de la retarder le plus longtemps possible afin d'y être au mieux préparé? Ou bien est-ce que l'idée, ça serait plutôt l'inverse, c'est-à-dire de la provoquer le plus rapidement possible pour limiter peut-être les dégâts qui sont faits aujourd'hui et pour pouvoir mieux redémarrer après? Ça, c'est la grande question et ça dépend de l'imaginaire de chacun, je dirais. Ce qui m'avait marqué, c'était le film Demain, qui propose plein de solutions. Moi, je l'avais vu et j'avais vu le public enthousiaste applaudir à des solutions. Et la question que je m'étais posée, c'est que est-ce que ces solutions, le public, là, il considère ces solutions, il considère que ces solutions vont accélérer l'effondrement, éviter un effondrement ou ralentir un effondrement? On peut se demander que si on arrête avec la finance telle qu'on la connaît, qu'on met des éoliennes partout, qu'on met des monnaies locales, qu'on ralentit des croissances, tout ce qu'on veut, en fait, ça va provoquer un changement tellement radical que le monde tel qu'on le connaît va s'effondrer. Enfin, voilà, c'est la fin d'un monde, celui que peut-être certains ne souhaitent plus, etc. Donc il y aura, voilà. Est-ce que ça va ralentir? Alors j'ai posé la question, j'ai fait un petit sondage, j'ai eu 300-400 réponses. Personne n'a dit pour des solutions pour éviter l'effondrement.
Et la moitié, on dit, ça servait à ralentir, et d'autres, on dit, l'autre moitié à accélérer l'effondrement. Vous voyez comme la question de l'imaginaire est intéressante. Et si on vous pose la question dans ce sondage, vous êtes plutôt pour le fait de le ralentir ou plutôt pour le fait de l'accélérer? Bonne question. Moi, je pense que ça va l'accélérer, en fait. Parce que, encore une fois, ça dépend ce qu'on entend par effondrement. Parce que là, on parle d'un effondrement, mais qu'est-ce qu'on entend vraiment? Est-ce que c'est le monde capitaliste, industriel tel qu'on connaît? Est-ce que c'est la civilisation moderne européenne? Est-ce que c'est l'espèce humaine? Parce qu'il y a des scénarios climatiques qui parlent même de l'extinction de plein d'espèces sur Terre, une majorité d'espèces sur Terre. Donc voilà, il faut à chaque fois préciser de quoi on parle. Mais je pense que si on met en place une vraie transition, quelque chose de radical, pour essayer de limiter les dégâts, en fait, on va juste provoquer un effondrement du monde tel qu'on le connaît. Et là, ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Ça veut dire qu'il faudra d'autant plus travailler pour faire émerger, il y a des jeunes pousses pour recréer une nouvelle société. Il y a la question du nucléaire, par exemple. La France est verrouillée dans un système nucléaire. On produit les 3/4 de notre électricité avec du nucléaire. Et puis il y a un discours qui veut, il faut arrêter avec le nucléaire parce que c'est polluant, parce que c'est pas sûr, voilà. Si on arrête rapidement avec le nucléaire, le système énergétique français, il se casse la figure. On n'a pas le temps de déployer une puissance identique ou semblable on est obligé de faire avec. C'est l'opinion de Jean-Marc Jancovici, l'ingénieur spécialiste de l'énergie et du climat. Donc il fait avec le nucléaire et la transition devra inclure ça. Pourquoi? Pour ne pas justement arriver dans des ruptures et des discontinuités qui peuvent provoquer un chaos. Donc on pourrait résumer de manière caricaturale, si on arrête maintenant avec le nucléaire, entre guillemets pour sauver la France, pour sauver la planète, ça provoque un effondrement économique et peut-être politique, social, etc. C'est un pari. Mais en fait, ce qu'il faut se rendre compte maintenant, c'est qu'il y a des effondrements qu'on souhaite et il y a des effondrements qu'on ne souhaite pas. Les oiseaux, le nucléaire, le climat, le capitalisme. Et chaque chose est un peu contradictoire. Donc il faudra déjà avoir un tableau plus ou moins clair et puis faire des choix. Ça veut dire faire des alliances. C'est une question stratégique et politique là qui s'annonce. Et pour pouvoir faire des choix, il faut aussi que ce discours soit d'abord compris et accepté. Dans votre dernier livre, vous écrivez que, au cours des interventions dans les milieux politiques et économiques, nous nous étonnons de ne plus être remis en question sur le constat. Simplement, le scepticisme a laissé la place à l'impuissance. Par rapport justement aux politiques, c'est-à-dire ceux que vous rencontrez et que peut-être vous réussissez à convaincre ou en tout cas à interpeller sur cette possibilité d'un effondrement assez large, vous leur posez un véritable dilemme, c'est-à-dire que c'est une question qui est totalement intenable dans un discours politique aujourd'hui, où on est obligé de penser, quand on est en responsabilité, le court terme et le moyen terme. Allô, Servigny. Oui, c'est ça, notre appareil politique actuel, enfin je parle de la France, mais des pays européens, est conçu et designé de telle manière que les questions de long terme et les questions complexes, comme le climat, etc., sont difficilement appréhensibles, c'est difficile de les traiter. Donc en fait, il faut revoir toute la politique, tout le système politique actuel, c'est ce que disent les jeunes hier dans les marches pour le climat, il faut tout revoir. C'est une question qui rend fou. Hein. Et je veux dire, on n'a pas fini le chantier ne fait que commencer. En même temps, les jeunes, ils renvoient à la responsabilité de l'État, à la responsabilité du gouvernement. L'affaire du siècle, par exemple, quand il y a cette initiative en justice, elle renvoie là aussi à la responsabilité de l'État. Donc, il y a la volonté de changer des choses, mais en s'adressant quand même à ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui. Disons qu'il y a plein de manières d'agir et plein de leviers. L'action juridique, c'est un des leviers. C'est pas le seul. Il ne faut pas que celui-là cache cache les autres moyens d'action. Il y aura des luttes, il y aura de la désobéissance civile, il y aura des moyens légaux, non violents, il y aura de tout en fait. Et par contre, l'État et les gouvernements et les administrations, ils sont pris dans un verrouillage. C'est-à-dire que si à un moment ils se disent on va se préparer, imaginons une déclaration du gouvernement, on va se préparer à des chocs majeurs, à des ruptures d'approvisionnement, à des blackouts. Ça peut provoquer, c'est pas obligatoirement, hein, ça peut provoquer des paniques. Par exemple, les cours de la bourse s'effondrent et il peut, par prophétie autoréalisatrice,
le gouvernement déclenchait ce qu'il voulait éviter. Par exemple, on peut imaginer ce paradoxe. Mais disons que ils sont pris dans... Et il y a un autre verrouillage, c'est qu'ils n'ont peut-être pas forcément le mandat. Faire un programme politique sur base d'un effondrement, d'une préparation à un effondrement, peut-être d'un effort de guerre immense, c'est peut-être pas mobilisateur en termes de nombre de voix, en termes électoraux. Donc là, il y a un verrouillage aussi. Et puis s'ils sont élus, imaginons, ils sont élus, et j'en connais, il y en a qui sont très conscients des choses, qui veulent changer les choses, qui parlent même d'effondrement, voilà, mais ils n'ont pas les mandats, ils n'ont pas été élus pour ça, par exemple. Donc il y a toute une série de verrouillages juridiques, politiques, économiques, financiers, psychologiques, cognitifs, qui font que les choses n'avancent pas assez vite. Oui, j'allais évoquer justement ces verrouillages psychologiques. Pablo Servigne, ça concerne sans doute ceux qui nous dirigent, mais ça concerne l'ensemble de la population. Comment est-ce que vous faites pour faire accepter ce qui ressemble quand même à quelque chose d'extrêmement dramatique, en tout cas qui fait peur? L'effondrement, ouais. Ça n'est pas quelque chose qui fait envie a priori. Oui et non. Alors j'ai découvert que ça pouvait faire envie, mais il y a déjà ceux qui disent vivement que ça pète, ce système était trop dégueulasse, vivement l'effondrement. C'est ce qu'on appelle les savapétistes. Et il y a beaucoup de savapétistes, et c'est une phase plutôt dans la colère. Et puis il y a les aquabonistes, ceux qui disent à quoi bon finalement, l'effondrement c'est la fin du monde, allons finir notre vie au bistrot et puis advienne que pourra. Voilà un peu la lassitude, l'impuissance, le désespoir. Ça c'est très fréquent. Et je pense qu'on a tous un savapétiste et un aquaboniste en nous. Et ça dépend des périodes de l'année. Et puis il y a la peur. Vous parliez de la peur. Il n'y a pas que la peur, hein. Il y a tristesse, colère et tout ça. Mais la peur, ça mène plutôt au repli identitaire, au repli qu'on dit survivaliste, on fait des stocks. Vous savez, la démarche de tout seul, on va plus vite. Et ensemble, on va plus loin, mais bon, ensemble, c'est un peu le bordel. Faisons vite quelque chose entre nous, voilà. Ça, c'est plutôt la peur. Mais tout est mélangé, parce qu'il y a des survivalistes qui passent 1 an à faire des stocks et après ils se rendent compte qu'en fait la solution elle est politique, ils reviennent vers l'organisation, etc. Donc tout est complexe. Ce qu'on s'est rendu compte avec toutes ces années de conférences, d'ateliers au contact du public et au contact des chiffres catastrophiques, c'est que l'annonce était importante. Vous voyez, il y a bien des chiffres et des catastrophes. Ça fait peur. Mais la manière d'annoncer les choses peut faire peur aussi, augmenter ou diminuer la peur. Donc la manière d'annoncer est importante. Et justement, dans votre livre, Pablo Servigne, Une autre fin du monde est possible, vous insistez notamment sur l'importance du récit, pas seulement du récit politique, mais aussi du récit de fiction. Et ça tombe bien, puisque nous sommes donc au Salon Livre Paris, nous avons voulu nous intéresser au travail de l'édition, notamment dans celui de la science-fiction, qui est celui qui se rapproche peut-être le plus de ce que nous réserve l'avenir. Bonjour Antoine Dulster. Bonjour. Et vous en avez profité pour aller au Diable Vauvert. Oui, pour poser quelques questions à la fondatrice et directrice de cette maison d'édition, Au Diable Vauvert. Donc, il s'agit de Marion Mazoric. Je lui ai demandé, en tant que spécialiste de la science-fiction, comment expliquer l'importance de la dystopie, c'est-à-dire l'utopie négative, dans ce genre littéraire. Pourquoi l'avenir est-il forcément si sombre pour les romanciers? On l'écoute. Les écrivains, évidemment, rendent compte de l'état du monde qu'ils ont sous les yeux, donc forcément, ils ne font pas des livres qui soient pas... C'est même peut-être les premiers qui ont tiré la sonnette d'alarme, des Octavia Butler dans les années 80, des Norman Spinrad. Ce qu'elle ne veut pas dire que c'est des livres négatifs, au contraire, un roman d'alarme. Les livres d'Heyerdahl, par exemple, sont conduits par l'amour du prochain. Donc à l'intérieur du pire, vous avez toujours un personnage qui vous montre la voie humaine du meilleur. Vous voyez, donc les écrivains, en fait, ils ont ce pouvoir de mettre en musique une vision du monde global de façon peut-être plus pleine d'acuité que la nôtre. Ce qui fait qu'ils voient les catastrophes arriver plus vite, mais je pense qu'ils voient aussi les chemins différents plus vite. Et ils nous les montrent. La question, c'est qu'est-ce qu'on lit ? Et la question aussi qui se pose, c'est le statut de l'écrivain, son rôle pour nous aider à imaginer l'avenir. L'écrivain, d'ailleurs, est-il un gourou ? Alors justement, pour moi, l'écrivain, vous avez prononcé le mot, n'est pas un gourou. C'est un voyant, à la Rimbaud. C'est un visionnaire. C'est éventuellement un démiurge, comme Tolkien. Un inventeur de monde, comme Bordage. Voilà, c'est surtout pas un gourou. Et alors, Heyerdahl a particulièrement écrit là-dessus un magnifique livre qui s'appelle Chronique d'un rêve enclavé, qui est un livre sur l'utopie, inspiré par la Commune de Paris. Et voilà, c'est un livre qui, justement, Bordage a écrit l'Évangile du serpent pour dire l'écrivain n'est pas un gourou. N'attendez pas de l'écrivain qu'il sauve le monde. L'écrivain est semblable à vous, comme dirait Aragon.
trop semblable à vous. Il ne fait que crier ou alarmer, mais il n'est pas du tout un gourou, c'est pas quelqu'un... On est dans des civilisations du verbe où on attend toujours d'un texte qui nous conduise. En fait, on voudrait finalement des gourous et des dictateurs. Ce que l'écrivain nous dit, c'est « je n'inventerai pas le monde que vous n'aurez pas inventé, c'est à vous de le faire ». L'écrivain, il écrit aux autres. Une chose très belle, par exemple, en ce moment, un jeune écrivain qui est apparu, qui s'appelle Patrick Doudnay avec L'Enfant de poussière, nous montre dans un monde de chaos, médiéval, mais qui ressemble, enfin qui met en scène finalement toutes les contradictions d'une autre, du pouvoir, de l'argent, de la guerre, de la violence, etc., de l'appétit du gain. Et en fait, le livre est absolument conduit par l'amour de l'autre. Donc vous voyez, on n'est justement pas, par exemple, dans Tolkien, où là c'est conduit par la réunification des forces disjointes. Mais Tolkien écrivait au moment de la menace de la vraie guerre. Et donc, ça prenait un sens dans son époque. En fait, les œuvres, elles parlent à un temps. Et aujourd'hui, les écrivains, au contraire, nous montrent des voies différentes. Mais c'est aux lecteurs d'inventer le monde, pas aux écrivains. Voilà, Marion Masaryk, fondatrice et directrice de la maison d'édition Au Diable Vauvert. Bon, Pablo Servigne, ce que dit cette éditrice, ça rejoint un petit peu ce que vous dites dans votre livre également, c'est-à-dire que ces récits doivent d'abord montrer un monde qui peut être un monde qui fait envie, et que ça n'est pas quelque chose de contre-intuitif. Si, ça l'est peut-être en tout cas, mais que ce qui peut se passer après la catastrophe, ce n'est pas un monde à la Mad Max ou à la Tolkien, comme elle le disait, le Seigneur des Anneaux. Ça peut être aussi un monde qui est plus un monde d'entraide. C'est ça l'autre pari peut-être de la collapsologie? Oui, alors là, peut-être qu'on sort de la collapsologie du logos et on entre plutôt dans ce qu'on a appelé dans ce dernier livre, Une autre fin du monde est possible, ce qu'on a appelé la collapsosophie. Parce qu'on s'est rendu compte que moi qui viens du milieu scientifique et qui suis dans le monde de la raison, la science ne peut rien sur les questions éthiques, on va dire émotionnelles, spirituelles, artistiques. Et donc on a besoin de déployer aussi tout ça, et ce qu'on a appelé la collapsosophie. Là on est en plein dans l'imaginaire et les émotions. Ce qui est très fort avec la science-fiction, l'anticipation, les récits, c'est qu'ils touchent déjà le cœur, les émotions. Et ça, je le remarque aussi dans les conférences. Quand on parle de chiffres, etc., on reste dans la tête, ça ne met pas en action. Quand on touche le cœur, quand on touche les émotions, et là, il y a quelque chose qui se passe de très profond. On n'a pas besoin de prise de conscience, on a besoin aussi, surtout, d'une prise d'émotion. Et le récit de roman, de fiction est là pour ça. Et c'est mieux, c'est encore mieux, c'est que vous savez, les physiciens, ils font des expériences de pensée. Quand ils n'ont pas le budget pour faire un vaisseau spatial qui va à la vitesse de la lumière et qui revient sur Terre 3 ans après, ils imaginent, ils font des équations. Et en fait, les sociologues, les sciences humaines, se sont interdits de faire des expériences de pensée sur des paramètres complexes des sociétés. Par exemple, s'imaginer une société où, je sais pas moi, il n'y a plus de capitalisme, où on enlève des paramètres, etc. Et ils sont rentrés dans une science sociologique très quantitative pour avoir une sorte de légitimité scientifique, et ils ont laissé les expériences de pensée sociologiques aux auteurs d'anticipation. Et un auteur, pour vendre et pour toucher, il a besoin d'être hyper précis, de créer un monde réaliste. Et ça, c'est un formidable outil politique. On a besoin de réouvrir les possibles, les champs, les inventions, retrouver une inventivité politique, justement, par ce moyen, ce biais de l'anticipation et de la science-fiction. Ça me touche beaucoup. Et c'était hier ou avant-hier, j'étais à Grenoble, à la Biennale, et j'avais fait une soirée, j'avais organisé une soirée, il y avait 500 personnes, politique, science-fiction, anticipation. Et plutôt que faire une conférence et apporter, et que les gens soient passifs, voilà, on s'est mis en cercle par groupe de 10, et j'ai amorcé un scénario, et je leur ai dit continuez le scénario, d'anticiper, je décrivais tout ce qui s'est passé pendant le siècle. Et il y a eu, au début, les gens étaient un peu méfiants, et une inventivité, on a rigolé, on a apporté beaucoup d'émotions, beaucoup de personnages. Et finalement, les gens ont vu qu'ils avaient une imagination, ils pouvaient la déployer, ils pouvaient reprendre en quelque sorte une sorte de puissance d'agir par ce biais-là. Alors ça, je le comprends, c'est ce qui participe de votre optimisme, Pablo Servigne, mais est-ce que ça veut dire que quand vous faites l'hypothèse que, une fois que l'effondrement a eu lieu, c'est davantage l'entraide qui va dominer les relations humaines que la compétition? Est-ce que là, c'est justement simplement de l'ordre de l'hypothèse, ou bien est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à étayer avec des observations? Parce que c'est vrai que quand on repense au récit,
les dystopies. Alors c'est quelque chose évidemment de négatif, et on est dans la guerre, on est dans le conflit, on est dans le chacun pour soi. Et c'est ce qui semble le plus naturel, étant donné ce qu'on croit savoir de la nature humaine. Exactement, oui. Et là, on est en plein dans la mythologie libérale de la loi du plus fort, de la nature qui est méchante. Si on s'imagine qu'il y a un chaos social et que l'État disparaît, on va retourner entre guillemets à la barbarie, on va s'entretuer. Et ça, c'est vraiment un bain idéologique, même mythologique, c'est inconscient, dans lequel on baigne, qui est déployé par des films hollywoodiens, post-apocalyptiques à la Mad Max, comme vous dites, des films de zombies, etc. Et des romans dystopiques. Les romans dystopiques servent à faire peur, c'est-à-dire à essayer de montrer une voie qu'on ne doit pas prendre. Mais bon, ça suffit pas, il faut aussi recréer des choses. Et donc ce qu'on a fait, nous, avec notre cerveau de scientifique déformé par la science, avec Gauthier Chapelle, ça a été d'aller voir dans tout le monde vivant, les champignons, les plantes, les animaux et même les humains, on fait partie du monde vivant aussi, il ne faut pas l'oublier, que l'entraide était un facteur de l'évolution. Il y a tous les êtres vivants, tous les organismes depuis 3,8 milliards d'années sont impliqués dans des relations d'entraide, de symbiose, de mutualisme. Et en fait, on a fissuré ce monolithe qui veut que la nature, c'est juste la compétition et l'agression. Et ça fait un bien fou. Et vous écrivez même que ce sont les pénuries, les coups durs et les milieux hostiles qui font émerger l'entraide. Voilà, c'est fou. Alors on a remarqué que déjà... C'est-à-dire, quand tout va bien, il n'y a pas forcément besoin d'entraide, mais c'est quand ça va mal que finalement l'entraide émerge le plus. Voilà, c'est contre-intuitif, non ? On pourrait croire que s'il y a des pénuries, on va tous s'entretuer. Alors, c'est en partie vrai. C'est-à-dire, pourquoi c'est vrai ? Parce qu'en fait, en milieu hostile de pénurie, c'est tout simple. Dans l'évolution, dans la nature, ceux qui ne s'entraident pas, ils meurent en premier. C'est-à-dire que ceux qui survivent, c'est pas les plus forts, c'est ceux qui coopèrent le plus, les groupes qui coopèrent le plus. Ça, c'est un facteur de l'évolution, c'est un principe du vivant. Lorsqu'il y a un milieu d'abondance, et que, dans la nature ou même chez les humains aussi, on peut se permettre de déployer la compétition, l'individualisme et une idéologie de l'individualisme, du chacun pour soi. On peut se permettre, pourquoi ? Parce qu'on est tellement riche qu'on peut dire à son voisin, j'ai pas besoin de toi, je peux me débrouiller tout seul. Et alors, une idéologie de l'individualisme peut se déployer, comme on l'a fait depuis 50 ans, depuis le néolibéralisme, c'est ça. Et donc, ce qui est dangereux, c'est pas d'arriver dans les pénuries. L'être humain, je pense qu'il sait très bien gérer ça. On est ultra coopératif, ça fait des centaines de milliers d'années qu'on gère ça. Ce qui est dangereux, c'est d'arriver rapidement et brutalement dans les pénuries avec notre culture de l'égoïsme et de l'individualisme. Et juste d'un mot, comment est-ce que vous faites pour changer de culture, pour opérer ce changement de culture? C'est quoi? Il faut faire des lavages de cerveau ça change déjà. Il y a tout l'économie sociale et solidaire, mouvement coopératif, d'économie horizontale, latéralisée, dirichée. Nous, on a fait tout ce que je savais faire, c'est écrire des bouquins, faire des conférences, mais c'est vraiment en train de changer. Et l'idée de la transition, c'est d'anticiper maintenant, de déployer une culture de la coopération et de l'altruisme pour les tempêtes à venir, pour éviter qu'on se tape dessus quand les pénuries arriveront. Voilà, pour en savoir encore davantage donc, sur cet effondrement, sur la collapsologie et la collapsosophie. C'est bien comme ça qu'il faut dire, Pablo Servigne. Donc je vous invite à lire Une autre fin du monde est possible, que vous signez avec Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle. C'est aux éditions du Seuil, dans la collection Anthropocène. Et puis je rappelle également un de vos ouvrages précédents, Comment tout peut s'effondrer, également aux éditions du Seuil. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, préparée comme chaque semaine par Antoine Dulster, réalisée par Peyret Legras, avec à la prise de son Emmanuel Morse-Duncan et Sébastien Huel, chargé de production ici au Salon Libre Paris, Rémi Bourriou, émission que vous pouvez réécouter et télécharger sur franceculture.fr. Voilà, dans un quart d'heure, vous retrouverez Sylvain Bourmeau pour la suite dans les idées. Je vous donne rendez-vous lundi à 18h20 pour du grain. Non, pas lundi d'ailleurs, émission spéciale, vous verrez, petite surprise. Et dans un instant, en tout cas, c'est le journal de 12h30 sur France Culture.